Nigérienne, Nigérien, ou plutôt Nigérienne, Nigérois, Inakawana, Labusanino Zanchankasane à la Lady Non. Son Excellence, Monsieur le Général d'Armée, Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, président du CNSP, Conseil national de la sauvegarde de la patrie nigérienne, vient de réaliser une tournée monumentale dans son pays. Ceux qui rebattent les oreilles aux Africains avec la propagande de la démocratie devraient avoir suivi de près ou de loin la visite que le président Abdourahmane Tiani a rendue à son peuple. Une visite pendant laquelle nous avons observé que le peuple nigérien n'avait pas besoin d'être soudoyé comme les peuples dirigés par des dictateurs satrapiques reptiliens de la France-Afrique, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Le peuple nigérien, lui, contrairement aux partisans des dictateurs de la France-Afrique, n'a pas eu besoin d'être corrompu, couvert de billets de banque, de tissus, de chiffons, d'huile, de pain sardine, pour sortir à la rencontre de son chef. La tournée que le président Abdourahmane Tiani vient de réaliser dans son pays est une preuve indiscutable de l'amour profond qui le lie à son peuple et qui lie son peuple à lui. Partout, sur son chemin, le président Tiani a reçu la générosité des siens, y compris des plus pauvres des siens. Les Nigériennes et les Nigériens ont tenu à donner à leur chef la preuve de leur reconnaissance pour son engagement, pour leur prospérité, pour leur bonheur, son engagement pour que la fameuse opinion qui était répandue en Afrique de populations nigériennes qui mendient dans les rues des grandes villes africaines, où des parents marchent la main posée sur l'épaule de leurs enfants, dans Dakar, dans Abidjan, etc. Cette fameuse image va disparaître à tout jamais. Le peuple que nous avons vu à travers la tournée du président Abdourahmane Tiani est un peuple libéré, un peuple fier, un peuple digne, un peuple qui goûte désormais aux délices, à l'élixir du bonheur. Je ne dis pas que le Niger soit devenu un paradis. Notre peuple est encore confronté au manque. Il est encore confronté aux intempéries de la nature. Il est encore confronté à des problèmes de sécurité liés à son histoire contemporaine. Mais jamais, jamais, depuis pratiquement le départ des présidents Hamani Diori et Seyni Kounché, le Niger n'avait été capable de refléter une telle fierté dans le visage de ses populations. Moi, c'est la première chose qui m'a frappé en regardant toutes les images de la tournée du président Tiani à travers le pays. Pas simplement le lien entre lui et ses camarades, les soldats, mais le lien entre lui et son peuple. Partout, ce sont les Nigériens qui ont manifesté leur générosité envers leur chef. Partout, ce sont eux qui se sont efforcés de lui donner le meilleur d'eux-mêmes, certains n'ayant que le sourire et la main qu'ils secouent à lui offrir. Ça a été une communion extraordinaire. Il y avait un esprit puissant. Il y avait la baraka du Tout-Puissant sur cette immense tournée nationale du président Tiani. Je vous avoue que certains jours, face à la sortie immense de la foule, à la rencontre du président, moi j'ai frémi de frayeur ici dans mon cabinet, en suivant cette visite. J'étais honnêtement plusieurs fois inquiet pour sa sécurité, tellement il s'est immergé totalement dans son peuple. Conscient qu'il n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet, et ayant pris toutes les mesures que ses camarades et lui pouvaient prendre, le président Tiani est allé vers son peuple. Que dis-je?
le peuple nigérien est allé vers son chef. Voilà ce qu'on appelle une véritable relation entre un chef, une armée et un peuple. Il s'agit d'une fusion, d'une alchimie, d'une symbiose, d'une communion. On est heureux, quand on est africain, d'avoir des dirigeants dont on voit très bien que leur peuple les aime. Et dont on peut dire, de qui on peut dire, sans le moindre doute qu'ils aiment leur peuple, qu'ils ont lié leur destin à leur peuple, et que leur peuple a lié son destin à eux. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que nous voyons quand les présidents Tiani, Goïta, Traoré sortent. Nous voyons la fusion. Nous voyons l'alchimie. Nous voyons la communion. Mais le président Abdourahmane Tiani n'est pas sorti en tournée dans son pays pour flatter son peuple. Il n'est pas sorti pour tenir la langue de bois à son peuple. Il n'est pas sorti pour raconter des boniments à son peuple. Il est sorti pour partager les vérités qu'il maîtrise à partir de sa position de chef. Avec ses compagnons du CNSP, il est sorti pour faire descendre ces vérités essentielles dans son peuple. Et il est sorti pour écouter les gens. Non pas se contenter simplement de ce que lui disent ses conseillers au palais présidentiel, ses conseillers sécuritaires. Non plus se contenter simplement de ce que lui disent son premier ministre, ses ministres. Non plus se contenter de ce que lui dit essentiellement la haute administration du Niger qui est autour de lui. Le président Tiani est sorti pour briser la glace, qui se constitue inévitablement quand le chef n'a pas été régulièrement au contact des siens. Il est sorti pour déchirer tous les voiles qui occultent la réalité de son pays. Pour lui, le chef suprême des armées, le chef de l'État, et qui occulte la réalité du pouvoir pour son peuple. Il est sorti pour que le peuple voie le pouvoir sur le terrain, et pour que le pouvoir voie le peuple sur le terrain. C'est grandiose, c'est magnifique. Tout le contraire de l'art politique, des criminels, des peaux noires masques blancs qui gouvernent les pays néocoloniaux d'Afrique. Tout le contraire de la méthode du dictateur de mon pays natal, Biya Paul, ou de la Côte d'Ivoire, Ouattara Draman, qui ne sortent vers le peuple que quand ils organisent des parodies, des mascarades, des pourrilections, quand ils organisent des pseudo-campagnes. Et ils s'arrangent pour fabriquer un peuple stipendié, corrompu, parfois même drogué d'alcool et de drogue forte, pour brailler à tue-tête, de manière moutonnière, des slogans qui lui ont été dictés au passage du soi-disant chef. Nous voyons la différence entre se servir du peuple, ce qui est la méthode des dictateurs africains, des criminels en col blanc, qui se font appeler président de la République après avoir violé la Constitution, fraudé aux élections, corrompu les juges, corrompu l'armée. Nous voyons la différence entre ces gens-là et les leaders panafricanistes révolutionnaires. À l'occasion de ce rendez-vous de la vérité, le président Tiani a tenu plusieurs allocutions. J'en ai commenté certaines. Mais celle qu'il vient de tenir quelque temps avant de rentrer triomphalement à Niamey. Niamey, la capitale du Niger, où le président Tiani et ses compagnons ont marché à la rencontre du peuple sur 12 kilomètres. Entre l'aéroport où il a, entre son lieu d'arrivée, l'aéroport où il a atterri, et la résidence présidentielle, 12 kilomètres, pendant lesquels le peuple de Niamey est venu à la rencontre de son chef, dans une véritable apothéose. Eh bien, le discours qui a été prononcé à Difa par le président Abdourahmane Tiani comporte un élément crucial de la situation politique, géopolitique et géostratégique africaine aujourd'hui. Et c'est sur cet élément crucial que je souhaite me concentrer. Parce que cet élément permet de consolider la compréhension scientifique et objective de la déstabilisation que subit l'Afrique. Et il vient corroborer des données
occidentales sur le même sujet. Mieux, vous vous en rendrez compte dans cette conférence, ce que le président Tiani dit est ce qui a été confirmé il y a maintenant pratiquement 10 ans par la presse officielle, la presse d'État française. C'est une démonstration renversante que je vais vous donner dans cette émission que je vous prie de partager. S'il vous plaît, une conférence comme celle-ci ne se garde pas. Si on n'a pas au moins fait 10 partages sur les réseaux, on n'a pas payé le ticket d'entrée. Dans la masterclass du général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, commenté par son jeune frère, le professeur Nyamsi Wa Cameroun, Wa Niger, Wa Africa, serviteur des pains spirituels, la liberté, docteur des preuves. Ne jouez pas avec ce que nous allons dire là aujourd'hui. Partagez et protégez. Voici la méthode que nous allons adopter. Je vais vous inviter à écouter à très haute et intelligible voix les propos du président Abdourahmane Tiani à partir de la 11e minute de son discours devant la garnison de Difa. De la 11e minute de son discours à la fin, nous écouterons le président. Quand nous aurons fini de l'écouter, je vais donner un commentaire sur ce qu'il a dit. Et à ce moment-là, on va passer à la deuxième partie de cette émission. À l'occasion de ce commentaire, je vais vous donner lecture d'un article célèbre de la presse d'État française qui est en parfaite symbiose avec les faits relatés par le président nigérien. De telle façon que il sera plus aisé de conclure face à la gravité de ce qui est commis contre l'Afrique par le néocolonialisme français. Il sera important de conclure à la nécessité de mener et de prendre des mesures énergiques pour que cela cesse. On ne peut pas continuer à subir une telle duplicité, une telle méchanceté, un tel cynisme, un tel sadisme. L'Afrique ne peut pas continuer à subir cela. Nous devons collectivement réagir. Nous devons amener le monde à agir. Et c'est sur ces recommandations que je conclurai mon propos pour appuyer et faire comprendre l'importance des révélations du président nigérien. Voici les déclarations du président Abdourahmane Tiani. Vous les entendrez en fond sonore sur mes baffles. Je prends à partir de la 11e minute sur le site de la radio-télévision du Niger, que je remercie infiniment. Alors, je vais voir une première option. La première option, j'aimerais quand même que vous voyez le président en train de parler. Ça, c'est la première option. Et si le volume est suffisant, si vous me dites que vous entendez très bien, je n'aurai pas besoin d'utiliser la deuxième option, c'est-à-dire là, vous entendrez essentiellement la voix du président, mais elle sera suffisamment haute pour que tout le monde entende bien. Par contre, si vous entendez bien à partir de mon téléphone, je n'aurai pas besoin d'utiliser l'option 2, qui sera essentiellement une option audio. Je vais donc vous montrer, vous faire écouter, voir le président Tiani en train de délivrer à partir de la 11e minute de son propos. Alors, très bien. Je viens à la 11e minute. Je vous mets le maximum. Voilà, hop. Je reviens là, hop. Je viens à 10, comme ça je suis sûr. De l'ancien ou l'ex-chef de Boko Haram, Abou Oumaima, voilà. De son surnom. Très bien. Ou Ibrahim Mohamed, de son vrai nom de famille. Dites-moi si vous m'entendez bien. Je fais ce rappel pour que vous compreniez, pour que le Nigeria également comprenne que cette lutte que nous menons est une lutte que beaucoup de Nigériens ont menée et pour laquelle beaucoup de Nigériens se sont sacrifiés. Ok, c'est très bon. Que ce soit sur les îles de Dogonchoukou, de Tumbondjini, de Tombouctou et autres, des Nigériens ont versé leur sang pour lutter contre ces mercenaires qui avaient envahi le Nigeria à un certain moment. Je vous le dis pour que vous saisissiez la portée de la tâche. Les acteurs ont changé.
Et c'est ce qui a fondamentalement changé. Aujourd'hui, cette guerre à laquelle nous faisons face est une guerre totale voulue par la France. Je le répète très bien, c'est une guerre totale voulue par la France. La France avec Emmanuel Macron en tête. Ils veulent par tous les moyens dresser l'Occident contre les pays du Sahel. Dresser comme ils l'ont fait de novembre 1884 à février 1885 avec la fameuse conférence de Berlin, où ils ont partagé l'Afrique comme un champ d'héritage. Mais sans les héritiers. Pire qu'un champ d'héritage, puisqu'il n'y avait aucun héritier qui était présent au partage. C'est ce même esprit de partage que la France, sous la houlette d'Emmanuel Macron, veut imposer à nos pays. Mais qu'ils comprennent que l'heure est révolue. Les acteurs de 1884-85 en Afrique ne sont plus les mêmes. Nous avons pris conscience que personne ne défendra nos terres à nos places. Personne ne le fera. Nous avons compris et nous avons décidé, depuis le 26 juillet 2023, l'obéissance servile est terminée. Ils ne trouveront aucun esclave de salon parmi nous, Inch'Allah. Ouais. Ils ne trouveront aucun soumis parmi nous, puisque nous avons pris conscience de notre force, de notre résilience et de notre détermination. Forces de défense et de sécurité. Ce que j'ai dit repose sur des faits. Écoutez bien. Je vous rappellerai certains à titre illustratif. Ouais. Depuis que nous avons décidé de prendre notre destin en main le 26 juillet 2023, la France a utilisé la CEDEAO pour porter la guerre contre le Niger, alors que nous n'avons pas ou nous n'avions pas déclaré la guerre à la France. Nous n'avons pas envahi la France. Nous n'étions pas en août 841 au partage de l'Empire carolingien. Eux, les Français, savent de quoi je parle. À travers les fils de Louis le Pieux, fils de Charlemagne. Ils ont divisé en 3 royaumes, le royaume de Maine, de Berry et le Nivernais. Nous ne sommes pas à cette époque et nous n'avons pas cette prétention qu'ils nous laissent en paix au Niger. Nous avons compris qu'ils nous ont suffisamment pillés et que ce pillage doit cesser. Face à cette décision responsable, face à ce changement de cap, Emmanuel Macron s'est affolé. Il a voulu utiliser la CEDEAO pour nous porter la guerre. Malheureusement, les esclaves de salon pullulant au sein de la CEDEAO ont répondu au garde à vous pour mener la guerre au Niger. Le 30 juillet, 4 jours après notre révolution ou le début de notre révolution, ils ont décidé de nous porter la guerre. Le 31 juillet, rappelez-vous, le Burkina, le Mali et la Guinée. Le Burkina, le Mali à travers une déclaration et un communiqué conjoint. Ensuite, la Guinée à travers un communiqué ont exprimé leur détermination à se ranger du côté du Niger, du côté de la dignité, du côté du bon sens, de la légalité pour que le territoire nigérien soit et demeure inviolable. Ouais. La France n'ayant pas abouti à ce qu'elle avait souhaité, avait déjà le 1er décembre 2023 mis en route un navire qui va accoster d'abord le premier à Abidjan,
qui va continuer sa route pour accoster le 7 décembre à Cotonou, au Bénin. Il va débarquer du matériel, des hommes pour faire la guerre au Niger. Ce porte-hélicoptère amphibie était le Mistral. En plus du Mistral, ils ont loué des Super Puma, 3 hélicoptères pilotés par un Français, un autre Européen que je ne dirai pas la nationalité, et un autre Américain ou Sud-Américain, là également que je tairai la nationalité. Voilà les 3 pilotes qui devaient piloter les Super Puma pour nous mener la guerre. Ils ont déployé des blindés jusqu'à Malanville. À l'entrée de la ville de Malanville, les 3 hélicoptères étaient basés à Kandi. À l'entrée de la ville de Malanville, en venant de Kandi justement, les blindés étaient stationnés. Sur le pont qui nous séparait du Bénin, les blindés étaient là également positionnés, prêts à envahir le Niger. Je dis le pont qui nous séparait, j'espère que vous comprenez de quoi je parle. En plus de cela, la France a continué à amasser des troupes à l'aéroport de Tourou qu'ils ont rénové. 3300 mètres Ça, c'est au Bénin. de piste pour les pilotes et les autres pilotes de drones, ils savent de quoi je parle. C'est une piste de 3300 mètres qui est plus longue que la piste même de Cotonou. Toutes les forces sont stationnées sur cet aéroport. Ils ont réactivé un autre aérodrome vers Madekali. Ils ont réactivé un autre aérodrome dans le W. Ils ont concentré des troupes. À l'époque, quand on l'avait dit, beaucoup de pays avaient bondi pour nous démentir. Et c'est Emmanuel Macron même qui est sorti pour confirmer ce que nous avions dit. Et on ne les a plus entendus parler. Ils ont continué à faire croire aux Africains qu'ils se retirent du territoire africain. Mais ce n'est qu'un mensonge. Ce n'est qu'un jeu de dupes. Des 5 territoires africains où les Français ont des bases, ils ont décidé de se redéployer sur 15 pays africains. Et en ce sens, on nous parle de retrait. Ce n'est pas un retrait, c'est un redéploiement. À plus grande envergure de 5 pays que vous connaissez certainement, ils se sont projetés sur 15 pays. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé le commandement de l'Afrique pour tricher un peu Afrique comme des Américains. Ils ont déployé des troupes, même des instructeurs et autres formateurs venant d'Ukraine sur notre territoire, au Mali et au Burkina. Cela également, personne ne démentira ces propos, puisque l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal est sorti lui-même pour le confirmer avec le responsable des renseignements ukrainiens. Ils ont envoyé des troupes pour mener l'attaque, si vous vous rappelez, du 24, 25 et 26 juillet 2024 contre les troupes maliennes qui faisaient mouvement vers Tinzawatan, je crois bien. Exact. Tout ceci, c'est la France qui est derrière. C'est la France qui finance. C'est la France qui recrute. C'est la France qui forme. C'est la France qui équipe. C'est la France qui dote pour déstabiliser nos pays. Malheureusement, Mon Dieu. Malheureusement, avec une naïveté déconcertante de certains chefs d'État africains. Je dis bien de certains chefs d'État africains, précisément de l'Ouest africain. La France nous mène une guerre totale. La France ne reculera devant rien pour atteindre son objectif. Eh oui. Mais je dis à Emmanuel Macron qu'il va échouer, Inch'Allah. Nous avons compris
et notre détermination est sans limite. Je le dis et je le répète, Inch'Allah, ils vont échouer. Ayant constaté la fébrilité de certains pays européens à les accompagner dans leur destin funeste, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Écoutez bien. Ils ont décidé, à travers toujours ces mêmes mercenaires, d'enlever systématiquement les ressortissants des pays occidentaux ou asiatiques se trouvant dans notre espace confédéral. Vous avez suivi l'enlèvement de deux dames, une Suissesse et une Autrichienne à Agadez. Vous avez suivi l'enlèvement d'un Espagnol à Tamanrasset en Algérie, contre lequel une rançon de 20 millions d'euros sera versée. Vous avez suivi l'enlèvement en 2 vagues de 5 Indiens et d'un Indien qui est porté disparu jusqu'à date. Tout ceci est organisé par la France. Vous avez suivi les attaques des pipelines, des attaques des intérêts de CNPC ou WAPCO. Tout ceci, c'est l'œuvre de la France parce qu'elle pense qu'en agissant ainsi, elle va décourager tous ces pays qui sont encore présents sur notre espace confédéral. Vous avez en mémoire, il y a moins d'un mois, l'enlèvement de 2 Émiratis plus un Iranien au Mali, suite auquel enlèvement 50 millions d'euros ont été versés. Tout ceci est fait à dessein. Dès que la France constate que ces sbires, ces mercenaires, perdent du terrain, elle trouve l'opportunité de provoquer des enlèvements. Et à travers ces enlèvements, des paiements de rançon, des paiements colossaux de rançon. À titre d'exemple, les 2 cas que j'ai cités font un total connu de 70 millions d'euros. Convertissez 70 millions d'euros en CFA, vous aurez l'ampleur du soutien financier que la France a déguisé en paiement de rançon. Nous le savons parce que nous connaissons les acteurs de ces enlèvements. C'était Aboubakar Dabungel. J'ai dit c'était. Les Français savent de quoi je parle. Aboubakar Dabungel. Aboubakar Dabungel. C'était. Moi, je sais de quoi je parle. Non, il n'est plus. J'ai dit c'était. C'était lui, l'acteur de l'enlèvement de l'Espagnol, de la Suissesse, de l'Autrichien, de nos 5 Indiens et des menaces contre les Chinois, ou tentatives d'enlèvement des Chinois. Il y a un Chinois qui a même été enlevé, puis libéré. Jusqu'à date, on ne sait pas quelle rançon a été payée. C'est pour vous dire que nous sommes en guerre totale. Pour la France, il s'agit de préserver sa prospérité. Allez-y voir, écoutez ce qui se passe en France, du fait que le Niger ait décidé tout simplement de reprendre son destin en main, de ne plus être l'élève servile, docile, l'esclave de salon. Inch'Allah, nous avons cessé d'être ce type d'individu. Aucun Nigérien ne sera esclave de salon. En dehors de ceux qui sont déjà esclaves de salon et qui ne sont plus Nigériens, puisque nous les avons déchus de leur nationalité, c'est des esclaves de salon français, puisque les Français leur ont donné la nationalité. Eux, ils se connaissent, vous les connaissez, les Français les connaissent, nous laissons à l'histoire de les juger. Notre détermination est simple. Notre détermination est illimitée. Notre détermination, si Emmanuel Macron ne l'a pas compris, qu'il le comprenne, est sans limite. Nous défendons notre pays. C'est de notre survie en tant que peuple, en tant que nation qu'il s'agit. C'est de notre dignité qu'il s'agit. C'est de notre souveraineté qu'il s'agit. Alors que de l'autre côté, il s'agit de leur prospérité qui a toujours été caractérisée par un esprit cupide et mesquin sans limite. Ouais. Un esprit sournois,
la France a toujours fait preuve de sournoiserie et elle continuera à utiliser de la sournoiserie, mais tant pis pour les âmes et les esprits faibles. Nous l'avons compris et nous avons changé de fusil d'épaule depuis le 26 juillet 2023. Chères forces de défense et de sécurité, je tenais à faire cette mise au point pour que vous compreniez que le combat qui reste est plus grand et plus long, sera plus long que ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. De deux côtés, c'est un combat de survie. Mais de l'autre côté, c'est la survie de la cupidité et de notre côté, c'est la survie de la dignité, de la souveraineté. Et je n'ai aucun doute, Inch'Allah, le triomphe, la victoire est du côté de la vérité, du côté de la dignité. De la souveraineté. Ce qui s'est passé il y a 150 ans, si on prend la conférence de Berlin, ne se passera plus dans notre espace. Ils ont dit qu'ils vont nous faire tomber, en commençant par le Mali, avant la fin de ce mois de décembre. Eh bien, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer parce qu'ils vont constater, Inch'Allah, que la Confédération tiendra et elle tiendra éternellement. Parce que la Confédération n'est pas l'affaire d'un individu, n'est pas l'affaire d'un dirigeant. La Confédération, c'est l'affaire de l'ensemble des peuples conscients, résilients, qui se sont mis debout pour dire non, non et non. Pour dire ça suffit, ça suffit, ça suffit. Pour réclamer leur dignité, pour réclamer leur droit à vivre dans la prospérité et non dans la misère qu'on nous a toujours maintenus. On ne pourra plus nous maintenir dans la misère, Inch'Allah, parce que nous avons compris que la richesse est de notre côté, qu'elle soit morale ou physique. Et Inch'Allah, nous triompherons. Chères forces de défense et de sécurité, armez-vous de courage. Le combat reste, le combat sera long, le combat sera difficile. Mais retenez que vous avez le soutien du peuple nigérien souverain, du peuple de la Confédération souverain, vous avez le soutien de l'État pour vous servir et vous doter à la hauteur de la mission que je viens de citer. Restez debout. Les épouses sont derrière vous. Le peuple est derrière vous. L'État est derrière vous. L'État est avec vous. L'État ne faillira pas. Nous traversons, comme tous les pays, des moments difficiles, qu'ils soient sur le plan de la sécurité ou sur le plan économique. Mais c'est à l'image de beaucoup d'autres pays, sinon de tous les pays de la planète. Ceux qui veulent revenir par tous les moyens connaissent ces difficultés-là plus que nous. C'est la guerre informationnelle qui fait croire qu'il n'y a que nous qui souffrons. Tous les pays souffrent. La France a changé combien de premiers ministres en l'espace de 5 ans? Suivez les télévisions nationales, je ne dirais pas France 24, ni RFI, ni TV5 Monde. Suivez les télés nationales et vous aurez l'information réelle, pas l'intoxication, la guerre informationnelle que ces chaînes françaises se livrent à diffuser dans les consciences populaires. Et un peuple réveillé ne s'endormira plus. Et ce peuple-là, c'est le peuple nigérien. Et avec les forces de défense et de sécurité à l'avant-garde du combat, pour servir de bouclier, pour servir de rempart, pour servir de pilier au Niger, je n'ai aucun doute que la victoire sera de notre côté, Inch'Allah. Félicitations, merci pour les sacrifices consentis. Allah préserve le Niger, Allah préserve l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, Allah préserve le peuple résilient et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité, vive le Niger debout, digne et souverain. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Mes chers amis,
cette allocution du président nigérien est à elle seule une thérapie. Cette allocution est comme un médicament pour l'âme de toute Africaine et de tout Africain qui vit à cette époque. Rien que le fait d'écouter cette allocution, si on avait même un palu, il baisse un peu d'intensité. Si on avait mal à la tête, on a un apaisement des céphalées. Si on était triste, on retrouve une certaine joie. Pourquoi? Parce que voilà un dirigeant qui parle à son peuple de manière claire, de manière transparente, de manière exemplaire et de manière précise. Le propos du président Abdourahmane Tiani est frappé au coin de l'évidence. C'est un propos clair et distinct. Pas de langue de bois, pas de circonlocution, pas de tournure. Un langage de vérité. Voilà ce que l'Afrique attend de ses dirigeants, voilà ce que les peuples attendent de ceux qui disent les servir. Dans ce propos, le président Tiani a procédé à une récapitulation, fidèle à sa méthode, formulée dans sa devise « Le rappel sauve l'âme ». Le président Tiani, chaque fois qu'il s'adresse à son peuple, procède toujours à une remémoration, à une récapitulation, pour que personne ne soit perdu de tous ceux qui l'ont écouté. Il a expliqué l'origine et la nature du conflit auquel l'Afrique est confrontée, auquel le Niger est confronté. Quelle est l'origine? C'est que, depuis 600 ans au moins, des puissances occidentales, venant d'un continent dont le sous-sol est pauvre, s'organisent pour venir nous piller. C'est cela qui a donné la traite négrière, à partir du XVIe siècle, notamment, jusque pratiquement à la fin du XIXe. C'est cela qui a donné la colonisation, à partir du XVIIIe siècle, pratiquement jusqu'à la fin du XXe. Et c'est cela qui donne maintenant une nouvelle tentative d'invasion néocoloniale et même impérialiste contre l'Afrique. C'est que l'Occident étant naturellement pauvre et étant politiquement dirigé par des hommes qui sont incapables de tenir un langage de vérité à leur peuple et de tisser des relations internationales frappées au coin de la vérité, de la justice et de la solidarité humaine vraie, l'Occident, depuis plus de 600 ans notamment, et on peut remonter à des périodes d'ailleurs antérieures, tout comme le Moyen-Orient, ont choisi de tisser avec l'Afrique une relation marquée par la duplicité, la félonie, ce que le président Tiani a appelé l'art d'être sournois. Cette relation consiste d'un côté à sourire aux Africains, y compris pour leur proposer des religions importées, mais de l'autre côté à les poignarder dans le dos, pour les déporter en esclavage, pour les déposséder par la colonisation de leurs terres et pour leur imposer des dirigeants corrompus, des dirigeants sans cœur, ennemis de leur propre peuple, chargés d'assurer le pillage ad vitam aeternam de l'Afrique pour les multinationales d'État et les multinationales privées, pour les banques privées, pour les oligarchies occidentales et moyen-orientales. Le président Tiani, qui est un historien hors pair, va jusqu'à rappeler que le problème auquel est confrontée l'Afrique aujourd'hui, il ne tient pas au fait que les Africains seraient allés au Xe siècle partager le royaume de France avec les proto-rois du royaume de France, les héritiers de Charlemagne. Non, ce n'est pas que les Africains aient voulu posséder Paris, Bordeaux, San Francisco, Liverpool, Berlin, Londres. Ce n'est pas que les Africains aient voulu mettre la main sur Lisbonne ou contrôler Rome. Non. L'Afrique est victime de la cupidité de puissances occidentales qui, pour la traite négrière, pour la colonisation, pour la néocolonisation, traversent la mer Méditerranée, traversent l'océan Atlantique pour venir assaillir les Africains chez eux, brûler leurs temples, tuer leurs chefs, déporter leurs jeunes gens, violer leurs femmes, détruire leur civilisation.
l'Afrique est l'objet d'une succession d'agressions barbares, délibérées. Et ces agressions sont systématiquement pensées de façon concertée à l'instar du partage de Berlin de 1884-1885 par les puissances occidentales. Au XXIe siècle, c'est une agression qui a été conçue par les puissances occidentales rassemblées dans leur organisation militaro-politique de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient, les monarchies pétrolières et bien du Golfe. Tout commence dans le XXIe siècle par la grande agression occidentale de la Libye. Cette agression a lieu dans le cadre d'un plan de déstabilisation totale de l'Afrique afin d'imposer à tous les pays africains d'accepter les conditions commerciales de l'Occident, c'est-à-dire la continuité du pillage de l'or, de l'uranium, du manganèse, du gaz, du pétrole, du lithium, du diamant, de toutes ces choses dont l'Afrique est immensément riche et qui lui valent la cupidité, la convoitise, la jalousie, la méchanceté et le cynisme des puissances occidentales et moyen-orientales. Le président Tiani a commencé par restituer ce plan historique pour que tout le monde comprenne dans quoi nous sommes. L'Afrique est victime de la jalousie, de la cupidité, de la méchanceté, du cynisme, du sadisme, de la voracité d'un Occident qui est naturellement pauvre et qui veut compenser cette pauvreté naturelle par une rapacité instrumentalisée par la haute technologie, une rapacité instrumentalisée par le droit international, une rapacité instrumentalisée par l'endoctrinement religieux, une rapacité instrumentalisée par toutes les techniques de la ruse, du mensonge, de la félonie, de la duplicité, tout ce qu'on appelle double langage et qu'on appelle aujourd'hui double standard. C'est la logique biscornue de l'Occident contre l'Afrique. C'est la logique biscornue du Moyen-Orient contre l'Afrique. Prêcher le bon samaritanisme du bout des lèvres et de l'autre côté, poignarder de façon diabolique. Une fois que le président Tiani a restitué cela, il va aller maintenant vers un détail extrêmement important. Il va expliquer comment la stratégie s'est mise en place dans la région sahélienne. On déstabilise la Libye. On arme Al-Qaïda et l'État islamique qui envahissent le Mali, le Burkina Faso, le Niger, envahissent le Nigeria, envahissent le Cameroun, envahissent le Tchad. Aujourd'hui, ces organisations terroristes, on les retrouve même jusqu'au Mozambique, en Afrique de l'Est, jusqu'en République démocratique du Congo. On les retrouve. Sans oublier toute la corne est de l'Afrique, la Somalie, sans oublier tout le golfe de Guinée. Elles vont jusqu'à attaquer aujourd'hui le Bénin, le Togo. Elles ont même parfois attaqué le Ghana, la Côte d'Ivoire, pour leur faire des piqûres de rappel. On commence à s'attendre à ce que ces organisations criminelles s'attaquent même éventuellement au Sénégal, si celui-ci venait à changer de politique et à basculer vers un souverainisme panafricaniste réel, etc. Alors, quand ces organisations attaquent le Sahel, les pays sahéliens sont gouvernés par des mollassons, des valets de la France-Afrique. Au Mali, c'est notamment un certain Ibrahim Boubacar Keïta dans la dernière période. Au Burkina Faso, c'est un certain Roch-Marc Christian Kaboré suivi d'un certain Paul-Henri Sandaogo Damiba dans la dernière période. Au Niger, c'est un certain Mohamed Bazoum succédant à un certain Mahamadou Issoufou. Tous dirigeants qui ont cherché à faire ami-ami avec les puissances qui ont détruit la Libye, qui ont envahi le Sahel, afin d'obliger les États sahéliens à leur livrer leurs matières premières et à se mettre sous leur tutelle militaire. Il se trouve qu'un mouvement de prise de conscience a lieu à partir de 2021 au Mali, à travers celui qui était alors le colonel Assimi Goïta, ancien chef des forces spéciales du Mali, qui a connu l'humiliation de l'armée française, l'empêchant de reconquérir Kidal en 2013. Avec ses camarades, ils ont compris que le terrorisme qui a envahi le Mali n'aurait pas le succès qu'il a si les groupes terroristes ne bénéficiaient pas du soutien en armes, du soutien en renseignement, du soutien en finance, de la couverture diplomatique et de la couverture médiatique des puissances de l'OTAN en général et de la puissance française en particulier.
C'est Assimi Goïta et ses compagnons qui changent la doctrine de la lutte antiterroriste africaine en décidant de se séparer de toutes les puissances qui, de près ou de loin, ont participé au saccage de la Libye et à l'invasion du Sahel. De toutes les puissances qui, de près ou de loin, sont à l'origine de la création des organisations terroristes Al-Qaïda et l'État dit islamique. De toutes les puissances qui, de près ou de loin, ont fait ami-ami avec les terroristes qui ensanglantent le Mali. C'est au Mali, capitale de l'Afrique des libertés, que la doctrine antiterroriste africaine est révisée à zéro. L'exemple malien fait tache d'huile, puisque quelque temps après, une révolution dans la révolution renverse Paul-Henri Sandaogo d'Amiba au Burkina Faso, qui avait commencé à faire ami-ami avec les mêmes roitelets de la France-Afrique et qui avait recommencé à ronronner dans une fausse solution de lutte antiterroriste au Burkina Faso. Voilà comment surgit celui que nous appelons Sankara II, l'actuel président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Il applique le même changement de doctrine antiterroriste que le Mali. D'ailleurs, c'est au Mali qu'il réserve sa première visite officielle. Comme le Mali, Ibrahim Traoré a compris qu'on ne peut pas combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances qui l'ont installé. Qu'on ne peut pas combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances qui ont créé les organisations terroristes. Qu'on ne peut pas combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances qui renseignent les terroristes. Qu'on ne peut pas combattre le terrorisme en s'appuyant sur des puissances qui protègent les terroristes contre les armées nationales. À l'instar de ce que l'armée française a fait au Mali en 2013. Lorsque l'armée nationale voulait reprendre la ville de Kidal des mains des terroristes, l'armée française s'est interposée et a protégé les terroristes. Et elle a désarmé les colonnes de l'armée malienne afin de protéger ses amis qui avaient pris Kidal, à savoir les groupes terroristes. Ibrahim Traoré et la révolution du MPSR2 au Burkina Faso ont compris tout cela et l'expérience du terrain les a aguerris. Ils appliquent la doctrine et délogent, comme le Mali, les troupes françaises, les troupes européennes, les troupes onusiennes et engagent, comme le Mali, une nouvelle phase de lutte authentique contre le terrorisme, à travers une alliance avec des puissances qui n'ont pas vendu les Africains en esclavage, des puissances qui n'ont pas colonisé l'Afrique, des puissances qui n'ont pas agressé l'Afrique et qui n'étranglent pas l'Afrique, au Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est cet exemple-là qui, parti de Bamako, vibre à Ouagadougou et après Ouagadougou, le 26 juillet 2023, s'empare du Niger, où trônait encore un certain Mohamed Bazoum, que nous avons justement appelé le junter de Niamey qui a fait boum. Pourquoi? Quand Bazoum était au pouvoir, il considérait que les terroristes étaient plus puissants que l'armée nigérienne et il considérait qu'il fallait les traiter en amis. Il leur accordait toutes sortes de facilités et il forçait la main au chef de l'armée nigérienne pour libérer des gens qui, quelque temps plus tôt, avaient décimé les colonnes de cette armée. Mohamed Bazoum, président France-africain du Niger, n'hésitait pas avec ses proches compagnons. Je me souviens de Hassoumi Massaoudou. Je me souviens du général Abou Tarka à se moquer du Mali et du Burkina Faso qui combattaient authentiquement les terroristes sans s'appuyer sur les puissances parraines de l'OTAN, parraines du terrorisme. Que de colibés furent déversés sous Mohamed Bazoum contre le Mali et le Burkina Faso au motif que ceux-ci ne s'en sortiraient jamais sans le soutien de la sempiternelle puissance anciennement coloniale française et ses alliés européennes et bien sûr de sa patronne, la grande chef du bloc occidental, les États-Unis d'Amérique. Que de moqueries contre le Mali. On a même traité les nouveaux dirigeants maliens de défenseurs d'un patriotisme frelaté, au motif qu'ils ne voulaient plus combattre les terroristes avec les puissances qui les ont armés, les puissances qui les ont financés, les puissances qui les renseignent, les puissances qui les médiatisent, les puissances qui les défendent. Le 26 juillet 2023, le CNSP, à la tête duquel celui qui était alors le général de brigade, Abdourahmane Tiani, surgit et applique la recette malienne. Il applique la recette malienne. Quand le CNSP surgit à Niamey, renverse Bazoum et applique la recette du Mali et du Burkina Faso, c'est la panique à bord.
Le président Tiani nous décrit alors comment le néocolonialisme français va opérer. Premier mouvement du néocolonialisme français, il va tenter de faire intervenir la CEDEAO comme bras armé pour attaquer le Niger. Exactement comme on a utilisé l'Ukraine pour provoquer la Russie, comme on utilise Israël pour bombarder les pays du Moyen-Orient. On voulait utiliser la CEDEAO en ce sens. Nous avons les déclarations pertinentes du président français Emmanuel Macron, demandant à la CEDEAO de punir le Mali, de punir le Burkina Faso, de punir le Niger. Nous avons la déclaration du plus grand valet ouest-africain de la France-Afrique, à savoir le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé à Alassane Dramane Ouattara. Il monte un soi-disant bataillon de 1500 hommes qu'il charge d'attaquer le Niger. Il indique que tout est prêt, les armes, les munitions, la nourriture, pour mener une campagne ayant pour but de décapiter le Niger du CNSP, de libérer Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum, et de le réinstaller dans le fauteuil présidentiel. Ni plus ni moins. Et voilà que le président Tiani nous décrit tous les préparatifs qui vont accompagner cette menée, dans laquelle on retrouve le Bénin de Patrice Talon, lui aussi se dressant sur ses petits ergots pour menacer l'immense Niger. On va retrouver beaucoup plus mollement le Nigeria hypocrite de Adebola Tinubu. On va retrouver, bien sûr, le très lâche, Umaro Sissoko Embalo, le généralon Guterres Madi de la Guinée-Bissau. On va retrouver vraiment tous les saltimbanques de la France-Afrique, du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental en Afrique de l'Ouest, dans cette curée pour attaquer le Niger. C'est alors que se produit l'événement le plus rare de ce début 21e siècle en Afrique. Deux pays se dressent, le Mali et le Burkina Faso, pour dire ceci, qu'on n'avait jamais entendu, quand la Libye avait été taillée en 1000 pièces. Ils disent à la CEDEAO, ils disent à la France, si vous osez attaquer le Niger, considérez que vous avez déclaré ipso facto, illico presto, la guerre en même temps au Mali et au Burkina Faso. Vous aurez à combattre contre 3 armées de 3 pays, vous aurez à combattre contre 3 peuples sahéliens, qui sont de notoriété les peuples sahéliens les plus aguerris qui soient. Ce coup de poker, ce joker déposé sur la table du jujutsu géopolitique et géostratégique fait paniquer les trouillards néocolonialistes tout naturellement et leurs valets. En effet, quand ils se dressaient sur ces misérables jarrets, Alassane Dramane Ouattara croyait qu'il bénéficierait d'une couverture maximale de Paris pour participer à l'agression du Niger et que ce serait à très petits frais que ces troupes pourraient entrer dans Niamey, puisque globalement, l'essentiel de la bataille serait mené par les bombardements de la coalition occidentale et que les troupes ouattariennes, nigérianes, béninoises, elles viendraient simplement nettoyer les écuries d'Ogias. Mais il y a quelque chose d'autre qui est entré dans la donne. C'est que non seulement le Mali et le Burkina Faso s'unissent comme un seul homme avec le Niger et font pisser littéralement Alassane Dramane Ouattara dans ses frocs, mais ils ont entre-temps développé une alliance géostratégique de taille mondiale avec la Fédération de Russie, avec la République populaire de Chine, avec la Turquie, avec l'Iran, bref, avec les puissances du monde des BRICS et de l'arc du monde multipolaire. Du coup, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne sont plus dans la position de Kadhafi en 2011. Panique à bord. La CEDEAO pisse dans ses frocs. Le néocolonialisme français se ravise. Pour la première fois de son histoire, depuis pratiquement son invasion en Afrique au 19e siècle, la France se retrouve dans la peur de s'attaquer à un pays d'Afrique francophone. Je dis bien que c'est la première fois que la France s'est retrouvée dans la peur d'attaquer militairement un pays d'Afrique francophone. C'est-à-dire la peur de perdre une bataille militaire en Afrique francophone subsaharienne. C'est la première fois. Toutes les autres fois, en s'appuyant sur ces supplétifs africains, la puissance coloniale française a saigné tous les pays d'Afrique francophone qui ont été ses colonies, de manière impitoyable. Elle a commis des carnages, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité,
qu'on a à peine commencé à recenser et dont aucun n'a été réparé. Mais dans l'histoire française, c'est la première fois que Paris et ses géostratèges ont vu Dien Bien Phu à Niamey. Ils ont vu la défaite de 54 face à Ho Chi Minh se reproduire en plein 21e siècle face à Tiani. Le président Tiani, dans son allocution, décrit le dispositif français qui s'était littéralement approché et qui léchait désormais les frontières du Niger, à Malanville. Il décrit et nomme les navires. Il décrit les aérodromes béninois où ce dispositif était massivement installé et où il demeure à l'instant où nous parlons. Le président Tiani décrit tout cela et il souligne le fait que face à la mobilisation exceptionnelle des pays du Sahel et à la naissance en septembre 2023 de l'Alliance des États du Sahel, tout ce beau monde-là recula. Mais ils ne reculèrent pas pour y renoncer. Ils ne reculent pas pour y renoncer. Pourquoi? Parce que, et le président Tiani le souligne, la France a construit sa puissance économique sur l'exploitation de l'Afrique. Les dirigeants français actuels et pratiquement toute la classe politique française actuelle sont incapables d'imaginer la puissance française sans l'exploitation privilégiée de l'Afrique. Voilà pourquoi le président Macron a dit, je le cite, « L'Afrique est l'avenir de la France, est l'avenir de l'Europe ». Il voulait dire, l'Europe, la France n'ont pas d'avenir si elles n'ont plus la garantie de pouvoir piller l'Afrique. Dans cette affaire, écoutons M. Chirac. M. Chirac qui connaît très bien le sujet et qui sait d'où vient l'argent que nous avons en France. Ça fait un moment qu'on ne lui a pas donné la parole. Monsieur Chirac, sortez brièvement de votre tombe et dites la vérité. D'où vient l'argent que nous avons en France? On oublie seulement une chose. Oui, qu'est-ce qu'on oublie? C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Et on est dans le prochain millénaire dont parlait Chirac, n'est-ce pas? Alors, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que depuis 2021, les groupes terroristes qui ont été installés par l'OTAN sur la bande sahélienne ont fortement combattu et ils ont beaucoup fondu. Le changement de la doctrine de lutte antiterroriste au Sahel s'est accompagné d'une saignée énorme pour les groupes terroristes. Globalement, les groupes terroristes sont en train de perdre la guerre frontale dans laquelle ils étaient engagés contre les armées sahéliennes. Ils sont en train de fondre comme du beurre au soleil. C'est par grappes entières qu'ils sont envoyés en enfer. Devant l'accélération de cette cadence, ces groupes sont confrontés à 3 problèmes, au minimum. Premier problème, problème de recrutement. Deuxième problème, problème de renouvellement de leur matériel militaire, qui est saisi massivement au Burkina Faso, au Mali et au Niger, y compris leur matériel de transport. Et le troisième problème que ces groupes ont, c'est leur incapacité à s'installer dans le temps long dans une perspective politique, c'est-à-dire à devenir des groupes qui soient une alternative politique au pouvoir révolutionnaire panafricaniste de Bamako, et bien de Niamey et de Ouagadougou. Face à cette difficulté, lorsqu'ils sont dos au mur, parce qu'ils ont perdu des milliers d'hommes, ils ont perdu des milliers de motos, ils ont perdu des milliers d'armes, ils ont perdu des milliers de véhicules qui ont été offerts par leurs parrains, les néocolonialistes et les impérialistes occidentaux et moyen-orientaux. Comment faire pour renouveler ces groupes? Comment faire pour que les moyens leur parviennent? Et qu'avec ces moyens, ils puissent littéralement sur le terrain renaître tels des phénix de leur propre cendre. L'une des techniques qui a été trouvée par les parrains des groupes terroristes, donc en fait des mercenaires de l'impérialisme, terrorisme en Afrique en général et au Sahel en particulier, c'est ce que décrit maintenant alors le président Abdourahmane Tiani
on organise des enlèvements d'otages. Grâce à ces enlèvements d'otages, on va puiser dans les fonds spéciaux pour payer des rançons, soi-disant pour libérer des otages dont on a organisé l'enlèvement. Et à travers le paiement de ces rançons, les chefs des groupes terroristes se retrouvent avec des milliards de francs CFA dans les mains, puisqu'ils sont payés en millions, en dizaines de millions de dollars, qui, bien sûr, se convertissent en milliards de francs CFA. Grâce à ces milliards de francs CFA, les chefs terroristes sont attractifs au niveau du paiement du salaire des mercenaires. Les chefs terroristes peuvent passer la commande et acheter leurs motos. Les chefs terroristes peuvent participer au narcotrafic. Ils peuvent financer les achats d'armes. Ils peuvent même financer des acquisitions immobilières sur le modèle de l'État dit islamique ou d'Al-Qaïda au Moyen-Orient, qui en était, pour l'État islamique, pratiquement à constituer un État souverain entre l'Irak et la Syrie à un moment donné. C'est ce phénomène que le président Tiani a décrit en donnant des exemples précis qui impliquent directement la puissance française. Vous avez tous écouté les témoignages que le président Tiani a donnés et les faits précis qu'il a cités. Moi, pourquoi j'interviens en fait ce soir? Pour apporter ma contribution à cette prise de conscience. Mais c'est parce que, en effet, ce que dit le président Abdourahmane Tiani à propos de cette méthodologie pour financer le terrorisme en Afrique, à travers les otages et les rançons, est-ce que vous savez que ce que dit le président Abdourahmane Tiani, avec les exemples qu'il a donnés, cela correspond exactement aux investigations qui ont été menées par la presse française elle-même. Mieux, par la presse officielle française, à savoir France 24. J'ai une masterpiece que j'ai toujours citée, que l'on retrouve dans mon livre, dont je recommande une fois de plus la lecture. Ce livre-là. Voilà, ça c'est l'édition africaine du livre. Il y a une édition occidentale du livre. Regardez ce livre. L'impérial terrorisme. Dans ce livre, l'impérial terrorisme, il y a une pièce. Il y a une pièce que j'ai constamment mise à la disposition de ceux qui veulent comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe en Afrique. C'est un article publié, voilà, elle se trouve à la page 47 de cette édition. À la page 47 de cette édition. Et cette pièce, c'est un article de France 24 du 30 juillet 2014 intitulé « Otage, : la France, premier banquier des djihadistes d'Al-Qaïda ». L'article est heureusement encore disponible pour quelque temps, je l'espère. Il est encore disponible sur Internet. Voici l'article en question. Je vais vous en donner lecture pour que vous compreniez que ce que dit le président Tiani avait déjà été reconnu par des journalistes d'État. Je rappelle que France 24 est un organe de presse qui dépend du ministère français des Affaires étrangères. Voici ce qu'ils ont publié, sur la base d'ailleurs de révélations officielles américaines, le 30 juillet 2014. Et c'est l'une des preuves essentielles de ce livre, que beaucoup d'entre vous connaissez maintenant. Écoutez ce qui est écrit. Dans une enquête, le New York Times évalue à 125 millions de dollars les revenus que la nébuleuse Al-Qaïda aurait tirés de rançons depuis 2008, en grande partie payés par la France, mais aussi par des voisins européens, notamment au Sahel. Nous sommes le 30 juillet 2014. Alors que les gouvernements européens nient verser des rançons pour libérer les ressortissants détenus par Al-Qaïda et ses alliés, le New York Times révèle dans son édition de mardi 29 juillet que les djihadistes ont récolté au moins 125 millions de dollars américains, 93 millions d'euros grâce aux enlèvements depuis 2008, dont 66 millions pour la seule année 2013. Selon les chiffres du département américain du Trésor compilés par le journal, le total serait même de 165 millions de dollars, 123 millions d'euros sur la même période. Ces sommes proviendraient dans leur grande majorité de pays européens. Certains paiements ont parfois été déguisés en aide au développement, dévoile le New York Times. Aide au développement. Dans un article étayé de nombreux témoignages d'anciens otages, de négociateurs, de diplomates et de représentants de gouvernements de 10 pays en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. L'enquête du New York Times
répertorie plus de 90 millions de dollars, 67 millions d'euros, versés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI en Afrique du Nord, depuis 2008 par la Suisse, l'Espagne, l'Autriche, par le groupe nucléaire français Areva, et 2 paiements provenant de sources indéterminées. La seule libération de 4 otages français au Sahel en octobre 2013 se serait faite en échange d'une rançon de 30 millions d'euros, écrit le New York Times. Les insurgés Shebab en Somalie ont reçu 5,1 millions de dollars de l'Espagne, tandis qu'Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, a reçu près de 30 millions de dollars en 2 versements, l'un du Qatar et d'Oman, l'autre d'origine indéterminée, écrit le quotidien. Seule une poignée de pays, États-Unis et Grande-Bretagne en tête, ont refusé de payer pour libérer leurs ressortissants enlevés, affirme le journal, avec pour résultat que seulement quelques-uns ont été sauvés, soit par des interventions militaires, soit en s'échappant. Cependant, les États-Unis ont été disposés à négocier dans certains cas, comme récemment en échangeant 5 prisonniers talibans détenus à Guantanamo contre le soldat américain Bo Bergdaï, capturé en Afghanistan. Le kidnapping, une aubaine pour les finances d'Al-Qaïda. Alors que le réseau d'Al-Qaïda a été financé à l'origine principalement par des donateurs riches, les enlèvements comme rançon sont devenus aujourd'hui, contre rançon, sont devenus aujourd'hui la plus importante source de financement du terrorisme, avait averti David Cohen, sous-secrétaire du Trésor américain pour le terrorisme et le renseignement financier, dans un discours en 2012. Chaque transaction, disait David Cohen, encourage une autre transaction. L'organisation terroriste a ouvertement reconnu cette aubaine, note le journal. L'enlèvement d'otages est un butin facile, a écrit Nasser al-Wuhaishi, le chef d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Il dit qu'il pourrait décrire l'enlèvement d'otages comme un commerce rentable et un précieux trésor. Selon al-Wuhaishi, l'argent de la rançon, soit environ 10 millions de dollars par otage, dans des affaires récentes, représente la moitié de son budget de fonctionnement. En 2013, les dirigeants du G8 se sont engagés à rejeter sans équivoque le paiement de rançon aux terroristes, mais sans imposer une interdiction formelle. Mais le fait que l'Europe et ses intermédiaires continuent à payer a mis en place un cercle vicieux, écrit le New York Times, et cet article a été publié en bonne entente avec l'AFP. Je vous montre encore l'article. Je vous montre l'article pour que les sceptiques puissent le trouver facilement. Otage, 2 points, la France, premier banquier des djihadistes au Sahel. Otage, la France, premier banquier des djihadistes au Sahel. Donc, qu'est-ce qu'on doit tirer de ce que je viens de faire? On doit tirer de ce que je viens de faire la preuve que le président Tiani n'a pas menti. Puisque la presse officielle française a déjà reconnu cela il y a 10 ans. Que la France et plusieurs autres pays européens, occidentaux et moyen-orientaux, financent en réalité les groupes terroristes à travers le paiement des rançons. Et que tout le monde sait qu'en payant les rançons, ceci permet à l'organisation de se renflouer et de reprendre ses activités de façon optimale. Mieux, tout le monde sait que les organisations terroristes attendent des otages comme étant en réalité une monnaie incarnée. Enfin, je voudrais quand même ajouter que si vous étudiez l'histoire des prises d'otages de terroristes, vous serez très étonné par certaines de ces histoires. Certaines de ces histoires sont vraiment tout simplement ridicules et abracadabrantesques. L'une de celles qui m'ont le plus troublé, c'est celle de la prise d'otage du journaliste Olivier Dubois. Si vous lisez l'histoire de la prise d'otage d'Olivier Dubois, qui a rapporté des millions, sans doute, donc d'euros ou de dollars aux organisations terroristes quand il a fallu le libérer, vous vous rendrez compte que ce monsieur-là s'est personnellement rendu à la rencontre des terroristes avec un billet d'avion payé par l'organisation terroriste. Vous vous rendrez compte que ce monsieur a accepté d'aller prendre un repas qui lui était offert par un chef terroriste. Vous vous rendrez compte que ce monsieur a été enlevé par les terroristes en présence de l'armée française, qui l'avait accompagné au lieu de rendez-vous, et qui a rebroussé chemin une fois que lui, Olivier Dubois, est parti avec les terroristes. Voilà l'une des histoires qui, moi, m'ont mis la puce à l'oreille et qui m'ont amené à réfléchir et à comprendre que une bonne partie, pas tous, de ces otages sont en réalité des otages qui sont constitués opportunément pour permettre aux organisations terroristes
de se servir. Parce que, une fois que quelqu'un est pris en otage, on peut invoquer l'urgence vitale pour décaisser les fonds spéciaux et le sauver. Or, en décaissant les fonds spéciaux pour sauver l'otage, l'organisation terroriste banque. Ce qui permet de comprendre que certaines fois, pour financer l'organisation terroriste, on lui donne un otage. L'organisation terroriste reçoit l'otage et sait que cet otage est un gage d'un paiement qui va venir. L'otage est très bien traité, d'autant plus que parfois même l'otage même sait qu'on l'a pris en otage dans le cadre d'un montage financier complexe pour échapper au contrôle des parlements et au contrôle des peuples. Est-ce que vous comprenez? C'est de cela que parle le président Abdourahmane Tiani et dans mon livre, le livre phare de la géopolitique africaine de cette année. Je ne le dis pas pour me vanter, parce que c'est dans ce livre qu'est résumée la doctrine, la compréhension précise et scientifique de la déstabilisation que l'Afrique subit. Elle est délivrée dans ce livre, avec des preuves. Ce livre n'est qu'un tas de preuves, un assemblage de preuves, des preuves incontestables, dont justement cette preuve délivrée par la presse officielle française. Alors pourquoi j'insistais aujourd'hui? C'était pour vous dire, mais le président Tiani est en train de corroborer ce que la presse officielle française elle-même a déjà établi. Il est en train de corroborer ce que nous savions, ce que vous savez. Voilà pourquoi il est important que collectivement, nous réfléchissions à la suite qu'il faut donner à cette évidence. Il n'y a plus, pour moi, l'ombre d'un doute que l'OTAN, les puissances occidentales et moyen-orientales, sont les véritables parraines des groupes terroristes qui ensanglantent l'Afrique. Et que l'un des moyens utilisés pour financer ces groupes terroristes, c'est justement ce fameux paiement de rançon pour les otages. Pour moi, c'est une évidence scientifique. Et je pense que pour les journalistes de France 24 qui ont publié cette tribune extraordinairement courageuse en 2014, c'est aussi une évidence que les organisations terroristes bénéficient du soutien des pays européens à travers le fameux mécanisme subtil du paiement de rançon. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait de cette évidence? Qu'est-ce qu'on fait de ce scandale qui ne veut pas cesser? Qu'est-ce qu'on fait de cette aberration, de cette abomination qui se poursuit? Je pense qu'on ne peut pas continuer à constater simplement que l'on finance des organisations terroristes pour assassiner des populations africaines, les chasser de leurs terres, mettre la main sur leur or, leur manganèse, leur uranium, leur coltan, leur lithium, leur diamant. On ne peut pas continuer à constater et ensuite à nous contenter de lutter, comme nous le faisons déjà à travers l'Afrique, contre les groupes terroristes. Il y a maintenant, à mon avis, à monter à une gamme supérieure. D'abord, devant l'amoncellement de preuves, de financement du terrorisme, de preuves d'aide au terrorisme, il faut que tous les systèmes judiciaires des pays frappés par le terrorisme, manipulés par les puissances impérialistes, il faut qu'ils fassent leur travail. Nous attendons toujours de la part des tribunaux, des pays africains victimes de l'impérial terrorisme, l'ouverture des procès et des condamnations exemplaires de toutes les puissances impliquées. Il est temps que le droit africain prononce les condamnations des puissances coupables, eh bien, des gouvernements coupables, des dirigeants occidentaux, moyen-orientaux coupables, quand ils sont au gouvernement de financement, eh bien, du terrorisme, d'armement du terrorisme, de renseignement du terrorisme. Vous avez vu, la justice française a été quand même capable, même s'il est ressorti, grâce à ses relations, très rapidement de prison, de condamner Nicolas Sarkozy pour malfaisance, pour crime économique, etc. N'est-ce pas? Mais il faut que le même Sarkozy qui a saccagé la Libye, organisé l'invasion du Sahel, en utilisant l'armée française aux côtés des groupes terroristes, mais il faut qu'il soit condamné. Il faut qu'il soit condamné, Obama, Barack Hussein. Il faut qu'il soit condamné par nos tribunaux, David Cameron, pour ce qu'ils ont fait. Les faits qui sont relatés par le président Abdourahmane Tiani, les faits que le Mali a déposés devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, les faits pour lesquels le Burkina s'est plaint, pour lesquels le Nigeria peut se plaindre, le Cameroun peut se plaindre, le Tchad peut se plaindre.
Le Togo peut se plaindre. Le Bénin peut se plaindre. Tous ces faits doivent devenir des faits judiciaires. À mon avis, ça c'est une étape nécessaire et ça c'est ce qui dépend de nous, Africains. Il faut qu'on en juge et que des condamnations soient proclamées, même si les pays africains n'ont pas encore les moyens de contraindre en droit international les condamnés. Il faut au moins que dans les archives de nos pays maintenant, les noms de tous ceux qui font ça soient cités dans les affaires, que nos magistrats frappent sur la table. Premier point. Deuxième point, en effet, il faut envisager une évolution de l'agenda diplomatique. Il y a déjà eu une très forte évolution. Les pays sahéliens ont, en tout cas de l'AES, sont les plus courageux. Ce sont eux qui ont pris les mesures diplomatiques les plus courageuses. Mais tous les pays africains qui sont frappés par le terrorisme doivent donner des conséquences diplomatiques à cette affaire. Moi, l'une des conséquences diplomatiques à cette affaire, c'est que quand les tribunaux auront condamné les puissances qui ont saccagé la Libye et permis l'invasion du Sahel, armé Al-Qaïda, l'État islamique, les puissances qui les ont renseignés, les puissances qui leur ont versé des rançons pour renouveler leurs troupes, leurs armes, leur matériel, quand ces puissances auront été condamnées, à ce moment-là, les chefs de la diplomatie des pays africains doivent présenter la facture à leurs homologues, les ambassadeurs représentant ces pays, pour leur dire, avec vous, nous avons une relation multilatérale, nous avons des relations dans le domaine de l'éducation, dans le domaine économique, dans le domaine de la culture, etc. Mais vos dirigeants, au nom du principe de la continuité de l'État, sont coupables d'avoir fait ceci, ceci, cela. Nos juges ont estimé que vous nous devez tant pour ça. Vous payez ça comment? Il faut que la pression judiciaire se transforme en pression diplomatique. Ça, c'est le deuxième niveau de pression. Et puis, il y a un troisième niveau de pression. Il y a un troisième niveau de pression. Ce sont les organisations internationales africaines. Il faut qu'on soit capable d'imposer cette question dans toutes les organisations internationales africaines. Je parle d'organisations judiciaires. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a parfois été capable de donner des verdicts contre un certain nombre de satrapes du continent. Mais pourquoi elle n'est pas saisie? Les pays qui sont victimes du terrorisme doivent pouvoir constituer un lobby à l'intérieur de l'Union africaine pour imposer dans l'agenda de l'Union africaine la prise en compte des décisions judiciaires contre les puissances qui financent, qui arment, qui soutiennent le terrorisme dans la prise de position de l'Union. Sans quoi, il faut changer d'organisation continentale. Il faut créer une véritable organisation des peuples africains à l'échelon continental. Avec tous les pays qui auront décidé soit d'obtenir de l'Union africaine qu'elle adopte une posture véritablement souverainiste et anti-terroriste aux côtés des peuples en souffrance, soit alors qu'elle se démette. Voilà un niveau extrêmement important où je pense qu'on doit amener la dialectique. Bien sûr qu'il existe, une fois de plus, les fameuses cours internationales, etc. de justice. Mais vous savez très bien que ces cours sont contrôlées par l'Occident. La Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, ce sont des cours occidentales. L'Alliance des États du Sahel a créé une cour internationale pénale du Sahel. Il est vraiment temps qu'elle soit opérationnelle et qu'elle montre, et qu'elle donne le là. Bon, voilà pour moi les réactions qui s'imposent. Une réaction sur le plan judiciaire, une réaction sur le plan diplomatique, toujours en concertation, et une réaction sur le plan des organisations internationales africaines, soit pour les amener à inclure cet agenda dans leurs priorités, soit pour créer de nouvelles organisations défendant cet agenda. On ne peut pas continuer à subir cette puissance qui proclame la démocratie, les droits de l'homme dans la journée et qui la nuit poignarde l'Afrique dans le dos. On ne peut pas continuer à subir ces puissances qui financent Al-Qaïda, financent l'État dit islamique, ces puissances qui donnent du renseignement aux criminels qui ensanglantent tout le Sahel, tout le golfe de Guinée, toute maintenant la région du Zambèze et le bassin du Congo. On ne peut pas continuer simplement à compter nos morts, à compter nos victimes. On ne peut pas rester dans une posture de diagnostic et on ne peut pas s'en tenir à la seule solution militaire
ou à la seule solution nationale ou à la seule solution défensive. Il va falloir passer à l'offensive sur d'autres champs. Ces champs sont ceux de la justice et de la diplomatie. Je suis sûr que si les pays africains, victimes de ce terreau impérialisme, activent le champ de la justice et font pousser un peu plus le bouton sur le terrain diplomatique, les conséquences économiques et géopolitiques peuvent amener plus vite les pays impérialistes et terroristes de l'alliance militaro-politique occidentale à changer de politique. Je le dis par expérience. En tant que citoyen français d'adoption, j'ai été membre du Parti socialiste pendant une dizaine d'années de ma vie et je croyais pouvoir, à l'intérieur du Parti socialiste, obtenir une inflexion de la politique africaine de la France. Notamment quand le Parti socialiste arrive au pouvoir en 2012 à travers François Hollande. Nous sommes de ces militants d'alors du Parti socialiste qui sommes fiers que la proposition 58 du programme de François Hollande mentionne clairement que nous mettrons fin à la France-Afrique. Nous mettrons un terme, je mettrai un terme à la France-Afrique. Mais à peine Hollande installé au pouvoir, le même ronronnement continue. Et on se rend compte qu'Hollande, en fait, c'était un France-Africain comme les autres. D'ailleurs, vous avez vu ces dernières sorties sur le Mali, qui sont d'une mauvaise foi, d'une hypocrisie, qui n'ont rien de différent de celle d'Emmanuel Macron ou de tout autre dirigeant de la 5e République française, notamment des partis de gouvernement. N'est-ce pas? Vous avez bien vu. Donc, quand je me rends compte qu'en fait, le Parti socialiste, qui est à l'époque le plus important parti de la gauche française, lui-même, lui aussi, le parti qui est dans l'international socialiste, avec plusieurs partis socialistes africains, ne veut pas que l'Afrique quitte le CFA, ne veut pas que les soldats français quittent l'Afrique, ne veut pas que l'Afrique cesse d'être la chasse gardée de la France à l'ONU. Quand je me rends compte que le Parti socialiste n'est pas prêt à accepter que l'africanophonie émerge et que la francophonie n'encapsule plus toutes les énergies culturelles, je démissionne du Parti socialiste et je comprends qu'il faut insister sur le maillon africain du combat. Je comprends ce que disait Fanon, à savoir que le cadavre du colon est cela même qui permet la libération du colonisé. C'est une phrase symbolique. Le colonisé doit arracher son indépendance. Il doit se méfier de toute indépendance octroyée. Toute indépendance qui vous est octroyée n'est pas vraie. Et si vous êtes indépendant sans avoir fait d'efforts pour cela, vous n'êtes pas indépendant. Vous êtes dépendant d'une nouvelle dépendance. Il a donc fallu se rendre compte qu'il n'y avait rien à attendre de la gauche française pour l'Afrique. Moi, j'ai été dans cette illusion qu'on pouvait espérer quelque chose de la gauche française pour l'Afrique. Aujourd'hui, après pratiquement 20 années de combat, cette fois-ci aux côtés des mouvements émancipatoires africains, je suis convaincu qu'on a perdu beaucoup de temps à espérer que l'international socialiste, à espérer que la gauche française puisse vraiment rejoindre les aspirations des peuples africains pour aller à leur libération. Mais c'est un temps qui nous a permis d'apprendre. Nous savons que c'est l'idéologie panafricaniste et elle seule qui peut nous permettre de donner à l'Afrique la souveraineté, la prospérité et la dignité à laquelle elle a droit. Nous nous sommes même délivrés, de la propagande démocratique à laquelle nous participons, comme tous ceux qui ont été formés à l'école occidentale. Pendant longtemps, nous avons pensé que l'horizon de la transformation politique d'une société, c'était l'instauration du régime démocratique. Mais c'était une absence de recul suffisant envers la démocratie. Nous l'avons maintenant. Et nous savons que l'Afrique a élaboré ses modèles d'état de droit, inspirés de sa tradition. Et que la démocratie, n'est pas la seule forme d'état de droit objectif, légitime et enviable possible. Même, nous connaissons les dangers de cette démocratie qui nous a été transitée, exportée en Afrique comme un piège pour diviser les Africains dans le multi-ethnisme et les livrer aux despotes manipulateurs de constitution, violeurs de constitution, fraudeurs aux élections, ennemis de la souveraineté populaire et serviteurs du même impérialisme, néocolonialisme, dont nous voulions sortir à travers les luttes démocratiques, par exemple, des années 90. Donc, nous devons tirer des leçons de nos erreurs, de nos échecs, et nous devons appliquer les leçons que nous avons à tirer rapidement maintenant, parce que la situation de nos peuples est désastreuse.
elle est alarmante. Nous ne pouvons pas continuer à espérer que la France veuille libérer l'Afrique. Nous ne pouvons pas continuer à espérer que l'Occident veuille libérer l'Afrique. L'Afrique se libère. L'Afrique doit se libérer. Et c'est cela la finalité de l'Alliance des États du Sahel. Je tiens à saluer son Excellence, Monsieur le Général d'Armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, président du CNSP, pour le service de la vérité, de la justice, que lui et ses frères d'armes du Niger, du Mali et du Burkina Faso sont en train d'offrir aujourd'hui à l'Afrique. Ce que fait l'AES, c'est qu'elle contribue à l'accélération positive de l'histoire africaine. Donc, personne ne peut se tenir devant le président nigérien pour dire que ce qu'il a dit est faux. Car ceux-là même qui pouvaient contredire le président nigérien ont leurs propres journalistes d'État qui ont mené l'enquête pour dire que c'est vrai. À savoir que la France est première banquière des terroristes mercenaires au Sahel et que la ruse du financement des rançons pour les otages est désormais connue. Vive le triomphe de la vérité, justice, solidarité des Africains. Vive le triomphe de la méritocratie. Vive l'ère du Verseau. Vive les Africaines et les Africains qui ne raspent pas les murs et qui parlent pour ceux qui n'ont pas la possibilité de parler, pour ceux qui ont trouvé la mort sans avoir jamais, ni de près ni de loin, fait de la politique, mais qui sont simplement tombés sur les méchants mercenaires du terreau-impérialisme. Nous avons tous maintenant le devoir de témoigner, le devoir d'agir, le devoir de transformer la condition de l'humanité africaine. Tel est l'objectif que je me donnais en vous proposant d'intervenir sur cette allocution bien vigoureuse du président Abdourahmane Tiani, à savoir en fait montrer que la vérité n'a pas de couleur. La vérité n'est ni noire, ni blanche, ni rouge, ni jaune. La vérité n'est pas métisse. Quand c'est vrai, c'est vrai. Comme le disait Baruch de Spinoza, le penseur hollandais, Veritas verum index sui. La vérité est à elle-même son propre signe. La vérité, elle se donne et elle s'impose par elle-même. Voici que ce que dit le président du Niger, à partir de faits qui se sont déroulés au Niger et autour du Niger, correspond à ce que disent les journalistes de France 24, à partir de faits documentés, à partir justement des services de renseignement américains. Là, plus personne ne peut se tenir devant nous pour oser rouspéter. Je vous dis que ce livre a bientôt 1 an dehors. J'attends toujours une convocation pour diffamation. J'attends le tribunal d'Europe, de France, de Navarre, qui voudra bien me juger pour avoir écrit ce livre. Ce sera le plus grand service que l'on puisse rendre à ce livre, que de me convoquer au tribunal pour lui. S'il y a quelqu'un qui est vraiment gentil ici en France, qu'il me porte plainte pour ça. Pour que les juges français s'imprègnent à travers ce livre de la grave responsabilité des gouvernements français depuis pratiquement le massacre de la Libye sous Sarkozy jusqu'à Emmanuel Macron aujourd'hui dans la déstabilisation de l'Afrique. Ce livre doit être lu par les juges de France. S'il y a des juges courageux en France, à la lecture de ce livre, ils ouvrent une enquête. S'il y a des juges courageux en Europe, à la lecture de ce livre, ils ouvrent une enquête. S'il y a des juges courageux en Amérique, à la lecture de ce livre, ils ouvrent une enquête. Rien qu'à écouter ce qu'a dit le président Abdourahmane Tiani, un juge français normal devrait se saisir de cette affaire. J'ai tenté de déposer une pétition au Parlement français, à l'Assemblée nationale française, pour que soient examinées les graves accusations de soutien au terrorisme. On a refusé même que la pétition soit déposée. On a refusé. J'ai tenté de déposer la même pétition au Parlement européen afin que l'on examine les graves accusations formulées par les pays sahéliens contre les gouvernements français, depuis Sarkozy notamment, jusqu'à Macron. J'ai demandé à l'Union européenne de bien vouloir, au Parlement européen, de bien vouloir examiner ces accusations. La réponse du Parlement européen a été que la demande est irrecevable. C'était une pétition. Elle est irrecevable. On ne veut même pas lire ça. Ils ne veulent pas voir la réalité en face parce que comme le révèle l'article
du 30 septembre 2014, plusieurs pays européens ont contribué au financement du terrorisme à travers le fameux mécanisme des rançons. Vous avez écouté le témoignage du département d'État américain. L'avantage aux États-Unis, c'est que il y a des déclassifications de documents qui échappent même à l'autorité du président de la République, du chef de l'État américain. Donald Trump ne peut pas empêcher que soit déclassifié à un certain moment donné un certain nombre de documents officiels. Aucun président américain ne peut empêcher cela dans l'absolu. Voilà comment ces documents tombent dans la main du public et voilà comment, par exemple, on a découvert le scandale de l'USAID avec les paiements sortis directement de l'aide américaine au développement du monde entier et qui atterrissent directement dans les mains des terroristes au Moyen-Orient en Afrique. C'est grâce à la déclassification même que le boomerang a rejailli sur la France. Parce que l'article français que je vous ai cité, il est basé sur les révélations officielles américaines. Ce n'est pas à Paris qu'on a ouvert les archives. Pour se rendre compte qu'on paye des rançons aux terroristes pour leur permettre de se réorganiser, de se renflouer, de se remobiliser, de pouvoir recruter à nouveau quand les autres sont morts et qu'il faut trouver des nouveaux moutons du sacrifice. Donc vous comprenez? C'est un devoir de vérité sublime. Et aucune Africaine, aucun Africain digne de ce nom ne doit essayer de se dérober à cette obligation de vérité. Si nous sommes des millions à partager cette vérité, à dire la vérité sur ce qui se passe dans notre continent, eh bien, ceux d'entre nous qui sont les pionniers dans ce domaine ne seront plus en danger. Mais si vous rasez les murs, nous qui avons anticipé et qui avons parlé, souvent aux premières lignes, sur ce dossier-là, vous nous aurez livré facilement à la vindicte de ces cyniques, de ces sadiques, de ces impérialistes. Il faut que cela devienne un fait de société. Il faut que cela soit partagé à toutes les couches sociales et dans toutes les langues de l'Afrique et dans toutes les diasporas. Il faut que nous en parlions à nos compatriotes occidentaux, à nos amis occidentaux. Il nous faut faire connaître la réalité de la tragédie que notre continent est en train de vivre et responsabiliser les peuples occidentaux et leurs dirigeants. Parce que ce que j'ai observé ici, parmi mes amis, mes frères occidentaux, c'est une espèce de volonté d'ignorance, ayant pour but de protéger leur conscience. Beaucoup se réfugient dans le fait qu'ils ne sont pas au courant, pour simplement se plaindre du fait que, mais, tu es notre compatriote, tu es un citoyen français adoptif, pourquoi tu critiques systématiquement la politique africaine de la France? Ça, c'est la posture de certains de mes amis et de mes frères d'Occident. Vous savez, il leur est facile de dire ça parce qu'ils ne font pas l'effort de savoir ce que la France est en train de faire en Afrique. Et ils font l'effort de ne pas savoir. Vous savez, la mauvaise foi, surtout la mauvaise foi fine, la légère hypocrisie a toujours besoin d'un peu d'ignorance. Donc si vous leur dites, il faut que tu prennes ce livre, mon cher ami, mon cher frère d'Occident, il faut que tu prennes ce livre, que tu en lises le contenu et que tu me dises ce qu'il y a de faux dedans. Maintenant, ce que tu trouves faux dedans, on le mettra à côté, on va garder ce que tu as trouvé vrai dedans. Avec ce que tu as trouvé vrai, on va essayer de faire une critique de la politique française. Parce que tout ce qui est vrai dedans est cela même qui démystifie le double jeu de l'élite politique française en Afrique. On prêche les droits de l'homme, on prêche la bonne gouvernance, on prêche la démocratie, on prêche eh bien, le respect du droit international. Et dans les faits, on pratique la barbarie, les coups d'État, le soutien aux pires dictateurs, les pillages, les rétrocommissions, on pratique des crimes économiques, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, on pratique des parjures, etc. Tout occidental, quelle que soit sa couleur, qui s'empare d'un livre comme ça et qui le lit, passe par une révolution morale. Il ne regarde plus jamais l'Occident politique comme il le regardait. Voilà pourquoi beaucoup se réfugient dans l'ignorance. Beaucoup font comme s'ils ne sont pas au courant que nous disons cela. Beaucoup nous entendent d'une seule oreille. Ils ne nous donnent pas les deux oreilles, parce que nous donner les deux oreilles, c'est nous inviter au centre de leur conscience. Et quand ils nous invitent au centre de leur conscience, ils entendent une seule question, une seule objection. C'est la fameuse objection du Christ. Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent. Fais à autrui tout le bien que tu aimerais qu'autrui te fasse. Ne fais pas à autrui tout le mal que tu ne voudrais pas qu'autrui te fasse. La règle d'or, cette petite règle d'or
qui à elle seule pourrait arranger tous les conflits de la terre. Si tous les hommes la prenaient à cœur, c'est cela qui se passe dans le cœur de l'occidental, de l'homme ou de la femme, qui rentre au contact des faits, de la duplicité terroriste de l'Occident contre le peuple africain. Donc, demandons-leur, soyons patients et demandons à nos amis, à nos collègues, à nos frères et sœurs d'Occident, demandons-leur de faire l'effort de regarder en face les pratiques politiques des gouvernements occidentaux en Afrique. Aidons-les à supporter cette réalité et à faire leur chemin de Damas.